Rebonjour dans ce magnifique cadre du Centre Georges Pompidou, avec un nouveau débat, une nouvelle plénière, une nouvelle table ronde. Enfin, à un moment, on va pouvoir échanger avec quelqu'un qui nous a toujours accompagnés, qui nous a toujours fait confiance, qui est Roy Amit, qui a, avec Stéphane Millière, qui était présent tout à l'heure, été un des premiers à accepter le jeu du décryptage, à accepter le partage aussi des coulisses. Évidemment, c'est une démarche professionnelle, mais c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui a été toujours un innovateur et qui répond toujours oui quand on lui propose quelque chose de nouveau. Et c'est assez remarquable, je tenais à le signaler parce que ça fait un certain temps qu'on se connaît et tu as toujours été quelqu'un à la pointe en train de créer, d'inventer. Je trouvais que c'était très important avec toi de réfléchir sur ce qu'on peut appeler les nouvelles chaînes de création de valeur. C'est-à-dire qu'on a entendu dans les différents débats que l'immersif a un problème économique avec la culture, il n'y a pas de modèle économique. On voit bien qu'on doit sortir du laboratoire. On voit aussi qu'on voit arriver des très grandes entreprises, notamment américaines, qui sont en train de construire derrière cette notion de métaverse un nouveau cyberespace, quelque part qui risque d'être un peu privatisé, ou en tout cas qui aura un modèle économique. Mark Zuckerberg n'a pas envie de faire du métaverse pour faire de la philosophie, on le sait bien. On voit aussi arriver les grandes sociétés comme TikTok ou Snapchat qui ont déjà embrassé avec le téléphone des modèles économiques très puissants liés à la publicité. Et on sent que le domaine culturel doit aussi trouver ses propres locomotives, créer vraiment une filière. Et c'est pour ça que je trouve que cette histoire de Grand Palais immersif est extrêmement emblématique. Maud Franca en a parlé hier. C'est une association, c'est un engagement de l'État, de la Réunion des musées nationaux, et puis d'une société qui s'appelle Vinci, qui s'associe pour créer une nouvelle forme d'exploitation du Grand Palais. Donc c'est extrêmement, je crois, important. Ça peut devenir peut-être un modèle. Important pour la structure du capital, important parce que c'est une société qui va gagner de l'argent, et pour tout l'effet d'entraînement que ça va avoir sur l'ensemble de cette filière, parce que ça veut dire des expositions régulières, du travail pour les créateurs, pour les sociétés de production. Et donc, la valeur culturelle, évidemment, mais aussi la réflexion entrepreneuriale. On sera rejoint par d'autres acteurs au fur et à mesure, mais je pense qu'au démarrage, c'est important que tu situes un peu le cadre, celui de la Réunion des musées nationaux, et puis aussi le Grand Palais immersif, pour moi, locomotive de l'immersif en France. Merci Alexandre, merci pour l'invitation et pour cette occasion justement donc, de partage ensemble de cette je dirais, démarche entrepreneuriale qui s'est faite dans des cadres finalement très structurés. Donc peut-être deux mots, enfin je vais pas parler beaucoup avec des slides, simplement dire que les Grands Palais immersifs, c'est un filiale donc, de la Réunion des musées nationaux au Grand Palais, qui était dédié à la production, l'exploitation et la distribution des expositions à forte contenant numérique. Je vais revenir à la fin sur la structuration juridique et SAS, mais comme tu le disais, c'est vraiment l'association capitalistique pour créer une société dédiée à ces missions, faite par l'ARMN Grand Palais, la Caisse des dépôts, Banque des territoires et Vinci Immobilier. Et on va revenir pour les raisons peut-être de cette association. La mission est vraiment, et là du coup, on vient à cette aventure par notre ADN, qui est l'exposition d'art et de patrimoine. C'est la mission de la RMN. C'est la mission, je dirais, de la RMN. Ça veut dire Réunion des musées nationaux, Grand Palais, RMN GP. Tout à fait. Et on arrive à cette aventure pour mener cette mission. Donc on n'invite pas une nouvelle mission dans ce sens-là, mais comment on continue servir les mêmes missions dans un monde qui évolue et qui change. Donc je voudrais partager trois idées cet après-midi. Et le premier, c'est vraiment autour de cette notion de création et de partage.
dès que la technologie l'a permis, donc en fait fin 2016, on a eu un premier élan d'expérimentation et on a fait une exposition immersive au Grand Palais au sujet des sites détruits par Daesh à l'époque, sites éternels. C'est vraiment, c'était même avant le proof of concept qui est Pompéi, mais c'était vraiment une démarche à la fois, je dirais, d'urgence pour en parler, à partir de nos missions. Éditoriale, exactement, mais aussi une vraie expérimentation sur la technologie. Hein. C'était la première fois, c'était avant l'Atelier des Lumières, avant que TeamLab a fait ses écrits. C'est vraiment une des premières occasions des vidéomappés hein, sur des grandes échelles, des contenus patrimoniaux. On a fait ça en collaboration avec le Musée du Louvre et Iconem, qui est un autre vraiment super boîte de la tech française dont on parlera tout à l'heure. Photogrammétrie des sites archéologiques et patrimoniaux. Et cette expérimentation, c'était vraiment une expérimentation qui a duré très peu de temps, 3 semaines entre fin 2016 début 2017, a réuni plus de 60 000 personnes sur 3 semaines. Ça nous a permis donc d'expérimenter beaucoup de choses concernant la production et la technique, et ça nous donnait en fait l'envie d'aller plus loin, parce qu'on se disait il y a un vrai potentiel, il y a une maturité technologique hein, qui fait qu'aujourd'hui on peut imaginer ce genre de choses avec des qualités qui nous satisfait, et on a pris le temps, parce que c'était donc début 2017, de structurer la démarche qui est aujourd'hui, c'est l'aventure Grand Palais Immersif, donc une filiale créée fin de l'année dernière, vraiment pour faire vivre ce nouveau type des expériences. Concrètement, ce sont des expos monumentales avec des écrans comme celui qu'on a ici, des écrans LED. C'est une volonté de changer d'échelle, de créer quelque chose de spectaculaire pour attirer du public. C'est parce que vous n'avez pas de collection vous-même ou... Alors, tout à fait, la Grand Palais n'est pas un musée, donc on n'a pas une collection. Hormis notre collection, ce qu'on appelle notre photothèque, dans la mesure où on est dépositeur de photos des collections des musées nationaux en D2 très haute définition, aujourd'hui aussi en 3D. Donc c'est une collection numérique déjà, hein, qu'on a pu et qu'on peut exploiter. Mais c'était vraiment venir à cet élargissement de notre champ avec ce qui est notre propre de l'expérience. Hein, ça veut dire la découvrabilité, hein, l'expérience in situ hein, des visiteurs qui viennent, qui explorent, qui découvrent une expérience sensible de l'art. Et ce qu'on veut avec ce que la technologie immersive nous permette, c'est de jouer sur une nouvelle grammaire de l'expérience qui combine cette notion d'immersion dont on parle. Sans device, la plupart du temps. Sans device, la plupart des temps. L'appareil. La narration, qui est vraiment porteur donc, des coups de sens, pas que de l'émotion, et de l'interaction, qui favorise d'ailleurs l'assimilation et les rencontres avec le contenu. Et donc, dans ce sens-là, on a pu faire Pompéi. Donc, je ne vais pas en parler. C'est le même, ou presque, c'était le même film, je pense, que Stéphane a montré tout à l'heure. Oui. On pourrait les voir néanmoins. Je vais dire d'autres choses. Hein. Bien sûr. Ça nous a permis, au-delà de tous les aspects d'exploitation, des modèles économiques, des créations de chaînes de valeur avec un multiple partenaires, je vais y revenir, ça nous a permis de continuer à expérimenter cette nouvelle manière de créer un format qui est un format d'exposition, donc in situ, qui appelle à la déambulation, mais qui est accompagnée avec des points de vue. Il y a un point de vue des différentes hauteurs, je vais y revenir, et le public est exposé, c'est sans ça, c'est une vraie exposition, à cette nouvelle grammaire d'expérience
qui va de l'immersion impressionnante, hein, on a vu l'éruption de Vésuve, à l'interaction avec donc, des tables tactiles, avec des ombres qui baladent dans cette rue de Pompéi et qui permet aux visiteurs de se voir donc, des figures humaines dans cette rue, et de la narration, bien évidemment, porteuse. Et des effets spéciaux avec l'explosion. Exact, qui fait partie, je dirais, des clous d'émotion, mais aussi de la dramatisation de cette expérience. Pour nous, donc, un véritable du coup, à proof of concept, dans la mesure où, comme a été dit tout à l'heure, il y a une vraie possibilité de créer un écosystème avec donc 2 partenaires et d'autres Qui sont ces partenaires ? Alors, donc, j'ai dans le programme, on en a parlé, le parc archéologique de Pompéi, et je vais revenir dans un instant pour parler tout un palette donc, de partenaires qui on se réunissent. Je pense que ça, c'est hyper important de mentionner, ensemble, d'imaginer, créer et produire. Donc, ça veut dire qu'on est dans un cadre qui permet de les faire, de ce nouveau format. C'est-à-dire que vous prenez ensemble le risque. On prend ensemble les risques, enfin on les partage, et derrière on les fait bien évidemment de manière à la fois volontaire et raisonnée, mais il y a une vraie prise de risque. Hein. On discutait tout à l'heure, quand on fait une exposition, on ne sait jamais comment ça va être avant qu'on ouvre les portes, enfin je dirais 12 heures avant, parce que ce n'est pas comme un film qu'on peut produire. Après, on pourrait modifier, on pourrait le retoucher jusqu'au moment où il y a la PAD. Une exposition, il n'y a pas un PAD. Enfin, le PAD, il est 12 heures avant l'heure d'ouverture au public. Donc, c'est une vraie prise de risque à plusieurs niveaux. Il fait partie des défis et d'ailleurs des excitations de ce type de formats. Ce que vous voyez ici à l'image, c'est un autre type d'expérimentation qu'on a fait, donc, qui est aussi un véritable champ de création. Je l'ai souligné, ça, qu'on a prêté avec Wim Wenders à une création spécifique pour un espace monumental qui était le nef du Grand Palais, par rapport à présenter d'ailleurs le cinéma comme art plastique dans un espace physique, ce qui est une autre manière de dire l'immersion. En fait, la RMNGP opère le Grand Palais. Donc, il y a un défi aussi, parce que là, le Grand Palais va être fermé pour travaux. Est-ce que c'est ça qui pousse l'organisation, enfin l'institution à se dire j'ai cette nouvelle idée là, immersive, de toute façon, je suis fermé. Est-ce que je n'ai pas intérêt à me projeter et puis à aller tout de suite dans le numérique? J'avais eu des discussions il y a longtemps avec Cluzel, qui était le président et qui réfléchissait déjà à ces formulations. Et il nous avait réunis, moi à l'époque j'étais chez Microsoft, pour essayer de réfléchir à ce que pouvait devenir un musée. Est-ce que vous n'êtes pas finalement en train de le faire en disant finalement un musée c'est un lieu, c'est un producteur, c'est un distributeur, et puis on le projette avec le numérique. Ce que disait tout à l'heure Stéphane, ton partenaire sur Pompéi, c'est que lui, il espère avoir d'autres lieux. C'est-à-dire que dans les années qui viennent, il va y avoir d'autres grands palais immersifs en France qui vont porter tes expositions? Absolument. Enfin, la question de la fermeture des grands palais, c'est un élément entre autres, hein, bien évidemment qu'on prend en compte. On prévoit dans le nouveau Grand Palais qui s'ouvrira après les Jeux Olympiques d'avoir des galeries dédiées, donc prééquipées avec une programmation donc continue de ce type de formats, en traitant de produire et de diffuser dans un ensemble des lieux, à la fois en France et à l'international. Et je pense que ça nous arrive au deuxième sujet, je pense, qui est vraiment au cœur de cette question de création donc, des valeurs, c'est qu'on évolue dans des écosystèmes. Hein. Nous, on est un maillon dans cette chaîne, enfin, dans le sens où on souhaite et on fait partie de sa structuration, hein, mais on ne fait que de travailler avec, je dirais, avec d'autres. Hein. Ça commence bien évidemment avec des auteurs, avec des commissaires, avec des gens qui sont porteurs donc, des subjectivités, des points de vue sur les sujets qu'on voudrait aborder, avec des métiers hein, qui
que tu connais et qui ont été abordés donc, tout à l'heure, qui sont donc des réalisateurs, des scénographes, des architectes, des studios de création. Donc tout un ensemble de compositeurs, si je ne l'ai pas dit. Enfin, avec la musique. Super important. Si tu fais du sensoriel, il y aura des parfums. Exactement, avec des spécialistes de olfactifs. Donc, du coup, avec tout un ensemble donc, des métiers des créateurs et des auteurs des créations, avec des coproducteurs. On est rarement, voire presque jamais un seul producteur. D'ailleurs, là-dessus, comme vous disiez, on se structure comme une industrie. Dans ce sens-là, on s'est réunis. Comme un studio. Comme un studio, comme un studio de cinéma, enfin, d'autres moments où il faudra prendre des risques. C'est des risques qui sont assez importants parce qu'il y a l'investissement. C'est quel ordre C'est plusieurs millions d'euros, hein, une exposition. Et donc, du coup, il y a une vraie question de comment quel apport amène chaque producteur pour que ce soit en plus de synergies possibles et que ce soit vraiment un levier de création donc, des valeurs. Donc nous, on est rarement seul producteur, mais aussi on travaille bien évidemment avec des diffuseurs, avec des tourneurs et des partenaires techniques. Ce qui fait que ce nouveau format, c'est un format composite, hein, à la fois composite dans le sens de sa création, de sa vision même esthétique, mais bien évidemment dans la manière où il se met en place. L'exemple de Pompéi, je citais simplement quelques-uns des partenaires, et encore c'est vraiment que, je m'excuse pour tous pour les autres, mais il y a vraiment un travail en commun qui fait que... C'est un des mots-clés de tout ce qu'on a entendu depuis le début, de Dassault Systèmes jusqu'à toi, c'est il faut apprendre à collaborer dans ce monde. On ne peut réussir qu'en collaborant, on ne peut pas réussir contre, parce qu'on doit maîtriser... Exactement, un ensemble de choses qui sont parfois très 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 différents. On disait, on ne sait jamais, jusqu'à un moment où on ouvre une exposition. Mais pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'éléments, des paramètres, des composites, des créations qui font que... Et puis, on ne peut pas les faire, bien évidemment, tout seul. Et je pense qu'une des valeurs, d'ailleurs, du kiff, par ailleurs, et de ce type d'événements, c'est cette mise en réseau, c'est cette décloisonnement. On travaille toujours avec des partenaires. Donc ça, c'était Pompéi. C'est Pompéi qui est aujourd'hui donc voué à voyager. Notre prochain projet... Alors, il y a une question importante, excuse-moi de t'interrompre. Voyager, ça voudrait dire qu'il y ait des formats, parce que les films, ils voyagent, parce qu'il y a déjà des salles, il y a des écrans. C'est pour ça que la question, qui était la question précédente, que la distribution se pose, Pompéi peut s'adapter dans tous les lieux, ou est-ce qu'il y a... Quand vous l'avez pensé en disant, elle va voyager, ou bon, c'était comme d'habitude, une fois qu'elle est pliée à Paris, on oublie. Alors, on l'a fait déjà en pensant à ça. Comme je disais, c'est un proof of concept. Et d'ailleurs, on va continuer à apprendre comment pouvoir produire pour faire plus facilement voyager. Mais c'est déjà... Pompéi, on a besoin d'un carré blanc, grosso modo. Bon, ça, c'était un gros carré blanc avec un hauteur sous plafond. Ouais. Mais au-delà de ça, on n'a pas besoin de grand chose. Après, on a besoin, bien évidemment, des vidéoprojecteurs, des cimaises, etc. En tout cas, ce type de format, et encore venant d'où on vient, qui est exposition beaux-arts et patrimoine, où il est de plus en plus difficile de faire voyager les artefacts, les œuvres, avec des coûts qui sont de plus en plus importants. Les assurances, les transports, c'est pas durable. Ce n'est pas des clones numériques, mais l'exposition numérique pourrait et devrait voyager plus facilement. Et cette question donc des formats est au cœur de la démarche. Et on verra, et ça c'est une conviction qu'on porte, qu'il y aura à un moment donné une sorte donc, de standardisation. Il y aura une standardisation, il y aura une industrialisation donc de différentes typologies. Encore une fois, on parle donc des formats qui sont des formats complexes, composites. Ce n'est pas simplement une projection... un tanker que tu amènes avec et tu livres. Et exactement, il y a toujours, et je pense que c'est fait partie de ça, mais il y aura une sorte de standardisation qui permettra de ce type de contenu de voyager encore plus facilement.
Bon, voilà, rapidement, pour aller, je veux dire, en prochaine, dans cette notion-là, donc des travails en réseau avec des partenaires, donc avec le Louvre, qu'on est en train donc de produire une exposition sur la Joconde. Justement, la Joconde, un œuvre emblématique qui ne voyage plus. Hein. Enfin, vous vous rappelez, on n'est même pas descendu du Louvre pour différentes raisons. Et donc, partager à la fois les émotions, l'histoire qu'on peut avoir autour de cette œuvre sera au cœur de cette prochaine exposition. Et peut-être la prochaine, parce que c'est une des premières fois dont je parle, hein, je vous le donne en scoop. Toi, tu peux donner des scoops. Voilà, scoop, c'est des petits scoops. Mais c'est des scoops. Stéphane Millière ne pouvait pas raconter ce qu'il allait faire. Fabien Baratti non plus. Toi, tu es libre. Libre, je suis. Directeur général. Mais en tout cas, une de nos prochaines expositions, hein, elle sera autour de Venise, avec Iconem, dans un nouveau donc, dispositif. Hein. On a passé l'été dernier en numérisant la ville, en collaboration alors ça, c'est... Attends, juste parce que Iconem, c'est une société assez remarquable, donc qui a d'abord un savoir-faire de photogrammétrie, et qui a, après ce qu'ils ont fait, notamment en Syrie, quand ils ont ressorti les photos des monuments que Daesh avait détruits. Les photos et les objets 3D, hein, les objets 3D, modélisation 3D. A développé cette spécialisation. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez modélisé Venise avec eux ? Oui, donc donc avec des manières très rares, on a eu, parce qu'on est en collaboration, en partenariat avec le musée de la ville, avec la préfecture de Venise, qui est plus compliquée que la préfecture de Paris. On a pu numériser la ville, pas la ville de manière entière, mais en tout cas des monuments centraux. Il y a un jumeau numérique, enfin quelque chose qui ressemble à un jumeau. C'est ça que ça pourrait. Et derrière, aujourd'hui, notre enjeu, et ça, vous verrez dans un an, ce sera vraiment de raconter cette histoire de la ville sortie de la mer, et Venise vraiment comme plateau des théâtres, les théâtres du monde, hein, sur des pilotis en lien très étroit avec la mer. Donc, je dis ça pour simplement revenir à cette question donc, des travails toujours en collaboration, en écosystème. Le projet, il est en cours, donc je n'ai pas noté, et je n'ai pas encore tous les participants qu'on est en train de fédérer autour de ce type de projets. Et peut-être simplement, avant de dire un mot justement sur la méthode, c'est une équation. De faire une équation mathématique, non. Simplement essayer de résumer un peu la démarche structurant qui nous permet aujourd'hui de faire ça, hein, donc aidé par l'appel à manifestation d'intérêt du ministère de la Culture, qui l'a vu comme, de manière générale, hein, cette importance d'innovation, qui a fait écho, qui a trouvé dans les PIA 3 dont a parlé Maud, un vrai banque d'investissement, mais un banque d'investissement public. Hein. Et ça, c'est très important pour ce type d'innovation qui nécessite du temps. Hein. Les rendements, on n'aura pas un rendement dans 2 ans. Non. Donc, c'est un investissement qui est à moyen terme, enfin, je dirais à long terme. Donc, il y a une prise de risque. Néanmoins, c'est un investissement. Hein. C'est pas ni la subvention ni de la bénévolat. Hein. Mais ça donne un horizon. Associé avec ARMN Grand Palais, qui est un EPIC, donc qui est un établissement public industriel et commercial, qui peut agir et donc créer donc des filiales en trouvant, parce que ça c'était une des critères du PIA, un investisseur privé. C'est très important dans ce sens. Donc, PIA, c'est le plan d'investissement d'avenir dont parlait Maud Franca, de la Caisse des dépôts. Tout à fait. Et une des critères, c'était de s'associer avec un investisseur privé. Et Vinci Immobilier a voulu nous joindre. Alors, qu'est-ce que Vinci vient faire dans cette histoire ? Ils ne sont pas opérateurs de musées, ils font des autoroutes, ils font... Vinci Immobilier, c'est un aménageur urbain. Et là-dessus, on s'est rencontrés sur cette vision stratégique dont on parle, qui est la question donc, des formats et d'équipements. On s'est dit que dans les prochaines années, enfin, ce n'est pas pour, je dirais, demain, mais pour après-demain probablement,
l'aménagement urbain aura des lieux dédiés à l'expérience immersive. Comme il y a aujourd'hui des stades, demain il y aura ou des cinémas. Comme les salles de cinéma du XXe siècle, il y aura donc des espaces qui vont être dédiés à ce type d'expériences. Et donc, du point de vue d'un ménageur, même si ce n'est pas pour, je dirais, pour tout de suite, il y a une vision stratégique qui fait que ça fait sens d'être un peu aux premières loges pour cette Oui, parce que c'est leur métier finalement de faire des systèmes où il y a de l'exploitation, avec des péages, avec des billets, avec... Oui, enfin, ça fait partie de leur, je dirais, de leur propre écosystème. Walid Ben Youssef, qui était hier, qui animait le débat, nous a plusieurs fois dit qu'effectivement des murs dans lesquels il se passe des événements, que ce soit des appartements ou des villes dans lesquelles il y a des événements, ont plus de valeur, ou prennent de la valeur quand il y a un événement. Donc on comprend que Vinci, à long terme, se dise que d'avoir dans des espaces publics des événements culturels, ça fait la valeur de la circulation et la valeur du lieu. Donc c'est vraiment un investissement stratégique. Ça fait partie de l'aménagement des territoires, c'est d'avoir ça. Et ça a donné donc Grand Palais Immersif, qui est, comme on le disait tout à l'heure, c'est dans un sens un filiale, mettre une boîte qui doit gagner de l'argent à un moment donné. Qui doit gagner de l'argent et les faire monter à ses actionnaires. Mais comme on y croit qu'il y a un modèle, comme on a dit tout à l'heure, on a pu fédérer ces investissements. Merci d'avoir partagé avec nous cette structuration. Et comme on est dans la logique de création de valeur, je vais appeler Karine Riahi et Yves H, qui accompagnent beaucoup d'entreprises et qui vont nous permettre d'analyser un peu avec toi leur vision de cette histoire. Non, pas tout de suite. C'est intéressant parce que Karine fait partie de celles et ceux qui ont vraiment accompagné tout le développement de la XR en France. C'est plus qu'une avocate, c'est quelqu'un qui a su être même, comment dire, presque une militante. Hein. Tu as été prophète. Avec, non, pas que moi, avec Julien Brunet, voilà. qui est resté au cabinet aujourd'hui. Voilà. Et je trouvais intéressant d'avoir une analyse économique et juridique hein, de ce qui se passe. Peut-être que tu peux te présenter, et puis Yves aussi ensuite. Et vous travaillez beaucoup ensemble, il y a beaucoup de sociétés qui font appel à vos services et à vos conseils. Tout à fait. Donc moi, je suis Karine Riahi du cabinet Spring Legal, et c'est un cabinet qui est ancien, en fait, qui est nouveau, mais mon expérience est ancienne. Et moi, je viens de la production audiovisuelle, un peu comme ceux qui aujourd'hui travaillent dans les réalités immersives. On a ce background de la production audiovisuelle, et c'est important parce que, et à un moment donné, on va un peu désacraliser ou vous mettre un peu à l'aise. Rien n'est complètement nouveau en termes juridiques. Et la création de valeur, et moi j'aime qu'on dise que le juridique est de la création de valeur, et là je vais rebondir sur ce qu'a dit Guillaume Thirien tout à l'heure, qui a fini son intervention sur la notion de propriété intellectuelle. Donc c'est ça qu'on fait au cabinet, c'est qu'on accompagne des projets où il y a de la propriété intellectuelle, donc des projets classiquement du cinéma, mais aussi et de plus en plus dans la réalité virtuelle, et là où c'est important et là où la créativité juridique se met en avant, et c'est ça qu'on aime au cabinet, c'est comment est-ce qu'on va accompagner de l'acquisition de propriété. Et la propriété intellectuelle, et c'est là où on est dans de la création de valeur, et à ce moment-là, savoir comment est-ce qu'on va pouvoir générer de la recette, générer du profit, générer de la rentabilité, puisque c'est comme ça qu'un secteur industriel se positionne. Alors je raconte un peu ma vie, mais je viens de lire un livre sur la création des studios hollywoodiens. On est parti de là. On est parti de la création de contenu qui va générer et qui va créer les studios, les MGM, les Universal, etc. Donc aujourd'hui... Pour toi, l'analogie, c'est ce qui s'est passé dans les industries créatives
disons, au XXe siècle, avec des gens qui avaient de la distribution d'un côté, et puis on créait des studios, et puis on distribuait leurs produits dans des chaînes de distribution, et puis on fait une activité où il y avait de la distribution, des salles de cinéma, et puis de la propriété des droits et des droits d'auteur. Je vais juste, je pense que c'est important, et j'essaye d'éviter le PowerPoint, je dis ça parce que c'est très rassurant, mais on doit pousser, en plus je sais que vous êtes tous les deux des super spécialistes, on a eu des heures passionnantes de discussion, et là on doit essayer de faire passer cette compréhension que, comme on le disait dans le débat précédent, ça n'est pas un monde qui doit vivre que de mécénat. Le mécénat existe et il est formidable, il accompagne. L'investissement à long terme existe aussi, et on voit bien qu'à un moment donné, il y a une vraie question de création de valeur. Et je trouvais que c'était aussi important, et c'est toi qui m'a présenté Yves, d'entendre le point de vue de quelqu'un qui est par ailleurs non seulement un expert, mais un commissaire aux comptes. C'est quelqu'un qui guide l'entrepreneur ou qui guide le patron, qui l'accompagne au-delà de simplement lui dire les chiffres. Comment est-ce que tu peux nous raconter un peu ton métier, Yves ? Oui, alors en fait, merci de m'avoir donné la parole. La vraie question, c'est la création de valeur, c'est tout à fait ça. Et c'est comment on peut capitaliser autour de la valeur technologique et des valeurs technologiques immersives en particulier. C'est la propriété intellectuelle et la propriété industrielle, ou c'est une autre forme de propriété ? Non, en fait, la propriété intellectuelle, c'est deux pans. C'est la propriété industrielle, donc là on va sur du brevet. Donc on va sur de la technologie, j'ai créé une caméra, j'ai créé un outil, donc on est la propriété industrielle, et la propriété littéraire artistique, qui est la création du contenu, les textes, les histoires, la narration, la mise en scène, la composition, la musique, tout ce qui est... Et donc vous dialoguez en permanence tous les deux sur ce genre de sujet, parce qu'effectivement c'est complètement transverse. Et c'est cette fusion de notions et de technologies et de savoir-faire et de droits d'auteur qui conduisent à déterminer la valeur des entreprises dédiées à l'immersion et la valeur des entreprises technologiques. Et donc cette création de valeur doit être préservée. Elle doit être préservée, elle doit être protégée et elle doit être valorisée. Elle doit être identifiée par le créateur de l'entreprise tout court déjà. Première étape, effectivement, c'est l'identification, la conscience en fait de cette création. La conscience de l'existence de ce capital, finalement, qui peut être... C'est pas simplement l'exploitation Absolument, ce n'est pas exclusivement l'exploitation. Avant tout, c'est tout le process qui va permettre de créer l'entreprise, de tendre le projet qui est existant et de conduire potentiellement l'entreprise à se pérenniser et à durer dans le temps et à développer ses projets et avoir les moyens financiers pour développer ses projets et enfin de créer de la valeur. Quand on entend Fabien Baratti qui disait qu'il avait eu beaucoup de mal à lever des fonds, est-ce que c'est parce qu'intellectuellement, il ne s'était pas positionné pour lever des fonds, il aimait faire ce qu'il aimait faire et il voulait trouver les moyens de financer son développement, ou que l'écosystème autour, finalement, n'a pas vraiment identifié la valeur de ces... En fait, c'est ça, c'est le mot d'identification. C'est-à-dire que je m'aperçois que certains entrepreneurs, certaines entreprises ont du mal à considérer que ce qu'elles créent sont des créations de valeur et que ça relève de la propriété. La propriété, c'est ce qui vous rend riche, c'est ce que vous créez et ensuite que vous exploitez à l'envi. Et ce qui est intéressant dans cette notion de création de valeur dans les entreprises des réalités immersives, c'était la notion de décomposition ou pas décomposition au sens péjoratif, mais le fait que l'on puisse démultiplier. Et donc, il y a un mot sur lequel je vais rebondir qui était celui de Roy, qui était la notion de format. Alors, chez nous, on a les formats juridiques. Et les formats, c'est un premier stade qui peut se décliner avec un mode infini de manière de décliner... Ce que Roy a fait, par exemple, Pompéi, est un format, et demain, on pourrait... entre guillemets, l'exploiter dans un casque ou dans un autre espace. Exactement. Et donc, il y aurait dans un autre mode d'œuvre. Dans un autre mode d'œuvre. Et donc, il y aurait forcément pour lui une rémunération. Exactement. Pour la RMNGP, une création de valeur. Et pour tous ses partenaires, une redistribution. Exactement, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'aujourd'hui, on est dans un niveau de technologie tellement forte et aussi de créativité tellement forte, parce que les moyens qu'on met à la disposition des créateurs les inspirent et les fait se dépasser. Ce qui était de la science-fiction, aujourd'hui, il n'en est plus. Et à partir du moment où on crée des univers
riche. Et non seulement on va créer un univers riche de déclinaison, ça pourrait être un long métrage, ça pourrait être une série, ça peut être un jeu vidéo, etc. Mais ça peut être aussi de la licence de marque, et c'est-à-dire que tout d'un coup on va ailleurs, dans la propriété industrielle, et la marque on sait, et ça est une richesse à l'infini qui peut durer autant de temps. C'est vraiment la création de valeur. Exactement. Alors pourquoi, Yves, on a l'impression que de ce côté de l'Atlantique, finalement, soit les investisseurs, soit les entrepreneurs n'arrivent pas à faire rentrer dans les mœurs qu'il y a une création de valeur autour de ces œuvres ou de ces expériences? Alors, je ne sais pas si on n'y arrive pas, je pense qu'on y arrive aussi. Ah bon. On n'y arrive pas à la même vitesse, en tout cas. Ah ouais. Ça, c'est déjà une première certitude. Effectivement, il y a quelques expériences que l'on peut, enfin, quelques opérations qui ont eu lieu à l'international, que l'on a pu voir ces derniers temps. Et certaines fois, même des entreprises françaises ils sont impliquées dans ce processus-là. Donc, la France n'est pas exclue. Peut-être qu'elle est moins rapide, peut-être qu'elle est moins, disons, elle a moins envie de... C'est le capital risque qui n'a pas nécessairement osé encore complètement se positionner. Pourquoi les Américains osent? Parce qu'ils ont un plus grand marché. Enfin, je pense qu'ils ont un peu d'avance sur nous et en réalité, ils ont une vision différente de l'entrepreneuriat. Avant tout. Et ils ont plus de motivation, plus d'envie et ils ont une capacité à voir l'industrie différemment de ce que l'on peut imaginer. L'industrie du cinéma, quand elle s'est développée aux États-Unis, ne s'est pas développée de la même façon qu'en France. On l'a vu. Et on peut voir que les deux histoires sont totalement différentes et c'est exactement le même processus. Mais quelque part, dans la réalité virtuelle, dans la réalité augmentée, dans les réalités immersives, on va vivre exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans une industrie naissante qui va merger et qui va donner de nouveaux produits. Et ces nouveaux produits vont devoir se vendre et pourront être valorisés et créeront de la valeur. Jean-Michel Jarre, quand on l'a interrogé, quand il est venu au KIF, disait qu'en fait, on a la capacité formidable, on est créatif, mais quand il faut passer à la vitesse supérieure, les Américains partent plus loin et plus fort. Et on a perdu Nokia, et on a fait le Minitel, mais on n'a pas fait l'Internet. Oui. Parce que cette image qui est violente, elle est juste. Elle est probablement toujours vraie, malgré le fait qu'il y a la French Tech, malgré le fait qu'on ait rattrapé de notre retard en partie, malgré le fait qu'on soit quand même dans la course aujourd'hui. On est quand même très bien positionné. Il ne faut pas non plus faire du French bashing. Voilà, exactement. Donc on est quand même très bien positionné. On n'a peut-être pas exactement les mêmes ambitions, et puis des fois... Pas la même taille. Pas la taille nécessaire. Et puis des fois, les investisseurs étrangers arrivent sur le marché français avant que nous ayons eu le temps de nous-mêmes. Oui, parce qu'ils rachètent finalement, ils aiment bien racheter les boîtes françaises. Exactement. Ou les talents. Parce qu'il y a des talents, parce qu'il y a des gens compétents, parce qu'on a des ingénieurs, parce qu'il y a des créateurs, parce que effectivement la France est réputée pour ça en l'occurrence. Et donc c'est un marché qui est ciblé. Et il ne faut pas l'ignorer totalement parce que la concurrence est vraiment réelle autour des financements des entreprises françaises dans cet environnement-là. On a vu que Unity a racheté Pixies, on a vu qu'il y a eu Shopify qui a racheté Primer, on a vu que Chanel a lancé un processus de virtualité autour d'un lip scanner. On a vu L'Oréal. Ils ont racheté une société. Ils ont développé. On a vu L'Oréal qui a aussi pu se positionner sur un système de processus autour du maquillage et des faces. Ça s'appelle Signature Face. On voit ce genre de choses en France et donc on sait que le marché est là. On a vu aussi Amazon qui s'est lancé sur le marché anglais sur des salons de coiffure virtuels, où vous pouvez choisir exactement la modélisation de votre coiffure, la couleur, etc. Donc ce sont des choses qui peuvent se faire aussi en France de la même façon. Donc non, au contraire, je pense que la France est présente. Je pense qu'il y a les créateurs et les ingénieurs. Peut-être que les financements ne sont pas toujours là. Ils peuvent venir de l'étranger. Voilà, c'est simplement ce qu'on peut constater. Et quand un acteur public, Roeil, comme la Caisse des dépôts, qui est, comme le rappelait Maud, un investisseur avisé, c'est-à-dire qu'il est capable d'attendre un peu longtemps, se lance, c'est la RMN qui va les chercher ou c'est eux qui viennent vers vous en disant bon, voilà, il y a un plan de l'État, il y a une volonté d'agir, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Il y a une connaissance préalable, parce que du coup, on se connaît sur d'autres projets que la Caisse a pu aider au passé. En tout cas, je partage ce qui est dit qu'on est... Et d'ailleurs, ces jours aussi le prouvent, la France n'est pas en retard. Il y a des
un potentiel super important. Après, c'est une question de détail. Si on compare la France par rapport aux États-Unis, c'est souvent une question de détail et des marchés qui font qu'il y a un champ d'écho peut-être plus important de ces côtés-là. En tout cas, la démarche, notamment de la Caisse des dépôts, est très bien dans ce sens-là. Ça veut dire d'aider, de contribuer avec parfois des éléments de considération qui sont un peu différents d'un business angel privé. Et c'est pour cela les différents types de programmes sont très importants. Il ne faudra pas que ça empêche des business angels d'exister et de participer dans cette chaîne de création de valeur parce que ça fait partie de l'économie. En fait, c'est une accélération, c'est une manière aussi de compenser peut-être la difficulté de prendre des risques pour les investisseurs privés. C'est l'État qui mutualise et puis qui se dit je crois, je parie. Incentive en fait. Qui donne une incentive qui permet aussi à d'autres. Donc il y a l'obligation d'avoir des investisseurs privés pour que ça devienne. Il y a aussi une pression. Et toi, qui es directeur général tu le vis avec un actionnaire qui d'un côté te dit tu as le temps et l'autre qui te dit c'est trop tard Après, c'est le dialogue qu'on peut avoir, c'est avoir un horizon d'actions qui permettent de construire, de développer, derrière d'agir, mais qui est dans des cadres de vraies contraintes, des contraintes du monde, qui sont dans ce sens-là très importants pour que cette activité aura une véritable pérennité. Parce que sinon, on est dans un cadre simplement, je dirais, c'est très bien, mais qui ne devrait pas être je dirais, le cadre principal de l'action. Donc la logique, c'est que tous les ans, tu vas faire un certain nombre d'expositions, un certain nombre d'événements. Tu as l'obligation de commander à des sociétés privées, tu as des obligations de choisir des petites, des moyennes, des grandes, ou tu as une liberté en tant que gestionnaire. Oui, on n'a pas des obligations je dirais, c'est pas comme dans le cinéma ou dans la télé où il faut absolument pour l'instant, il n'y en a pas des obligations de cette nature-là. On est encore face sur un champ qui est de structuration, en train de déstructurer. Tu dois travailler avec des sociétés françaises et européennes. Pas forcément. On est vraiment agi dans ces sens-là sur un marché, donc travailler avec les meilleurs dans les meilleures conditions. Maintenant, je pense qu'on a néanmoins donc des billets dans ce sens-là, qu'on fait partie d'un écosystème, on fait partie d'un ensemble. Donc, on travaillera, je dirais, tout d'abord avec des sociétés et des acteurs qui sont proches, qui est d'aller chercher des gens outre-Atlantique, mais ça pourrait arriver. Oui. Il n'y a pas d'obligation, il y a l'envie et la volonté de structurer une filière, de générer des sociétés de haut niveau. J'ai l'impression qu'avec Iconem, par exemple, il y a une habitude, il y a une reconnaissance mutuelle qui fait que, j'imagine, ils arrivent, ils te proposent des projets, comme dans le cinéma, Gaumont, où quelqu'un qui a un contenu veut le proposer à une distribution. Et puis après, vous réfléchissez dans une logique de coproduction. Donc là, c'est vraiment vertueux, en fait. C'est ça l'idée de cette... Et donc, de votre point de vue, c'est la voie qui va permettre de passer d'un système atomisé avec un tas de petites boîtes, plus ou moins des laboratoires, à une économie. Oui, parce que, déjà, à partir du moment où, dans l'écosystème, et ceux qui financent sont persuadés que ces œuvres de réalité immersive sont génératrices de profit. Voilà, 200 000 entrées à Pompéi, exactement. Ça rapporte combien ? En fait, c'est ce type d'information qui doit être divulguée, en tout cas, parce que je pense qu'il y a une méconnaissance, et mon point de vue aussi sur le fait qu'on ne soit pas aussi avancé qu'aux États-Unis et qu'on ait moins envie, c'est une question d'ignorance et aussi une question de regard pas méprisant, mais un peu lointain sur tout ce qui relève de l'industrie de l'entertainment. Et je parle au sens large, c'est-à-dire du divertissement. C'est-à-dire que l'Atelier des Lumières, c'est en fait, c'est quand même plusieurs millions d'euros par an. Exact, mais cette information-là, l'Atelier des Lumières, c'est plusieurs millions d'euros par an. De chiffre d'affaires. C'est pas une information, à mon avis, qui circule dans les cercles où il y a des investisseurs qui se disent « Ah, là, il y a quelque chose
à faire. Donc c'est un secteur dans lequel on doit s'investir. Et pour preuve, régulièrement, tous les 2-3 ans, il y a des tribunes qui disent « mais regardez, le secteur de la culture, de l'industrie, c'est encore plus que l'automobile, l'aviation, etc. » Et qu'on soit encore obligé de le démontrer et de le dire. C'est une des spécialités de EY, de faire ces études, notamment avec la SACEM, pour dire... Mais est-ce que pour autant, il y a encore plus d'argent? Non, mais on le sait. Mais c'est qu'à mon avis, il y a une information... Pourtant, c'est le soft power, c'est la définition même de l'influence. Quand tu es petit, relativement moyen comme la France, tu as intérêt à investir dans... Exactement, mais c'est encore pas... Et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette confiance absolue dans les talents, on dit les talents français, l'écriture française, les écoles d'images, les gobelins, enfin tout ce qui fait la richesse créative de la France, qui est un acquis que personne... Et pourquoi est-ce qu'on a les grands talents qui vont aller travailler outre-Atlantique, etc. C'est qu'on n'a pas assez confiance en nous. C'est un problème. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un problème de confiance, alors que tous les éléments sont là et que les preuves de ce que ça marche existent. Atelier des Lumières, l'exposition Pompéi et plein d'autres. Mais il y a quelque chose qui manque. Passage à l'échelle, comme disait notre ami québécois tout à l'heure. Tout à fait. Dans l'approche des projets, effectivement, il y a à la fois la modélisation et la structuration. Et effectivement, il y a des droits autour de tout ça. Et tous ces droits ne sont pas nécessairement valorisés. Quand on a un projet, on peut imaginer qu'on peut développer des produits dérivés, des droits connexes, des droits de production particuliers. Et tout ça, ça a de la valeur. Il y avait une image que tu employais, que je trouvais assez brillante. Yves, tu disais, mais en fait, Moderna, c'est pas lui qui a trouvé le vaccin, c'est un petit laboratoire qui a travaillé avec Moderna et celui qui a trouvé l'autre vaccin, Pfizer. Est-ce que c'est pas une des alliances d'entreprises très rapides, très vives, avec des grosses boîtes? En gros, une petite boîte qui a un truc spécial sur le son spatialisé, qui travaille avec... Est-ce que c'est pas ces associations-là qui peuvent permettre de passer à la vitesse supérieure? Justement, l'idée était de dire que les grands labos n'avaient pas nécessairement trouvé la solution au virus et qu'ils avaient fait appel à des structures, des start-up en fait, dans les biotech qui avaient réussi, elles, à développer un processus. Et aujourd'hui, on pourrait imaginer exactement la même chose dans ce secteur d'activité qui est le secteur immersif. C'est-à-dire qu'en fait, il pourrait y avoir des accompagnements d'entreprises industrielles sur des projets déterminés avec des financements qui pourraient être dédiés. Par exemple, Antoine est parti, mais c'est vrai qu'Accor pourrait, comme il fait de l'entertainment, dire... Mais on va le convaincre. Mais oui, mais même la visite virtuelle des hôtels, la visite virtuelle des maisons que vous pourriez louer, l'accompagnement, se voir dans situation, dans un environnement donné, etc. Tout ça, ce sont des projets qui pourraient être développés par les entreprises, qui pourraient accompagner les projets virtuels et de réalité augmentée. Et puisque tu parles du développement et tu parles de Moderna, c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure, le développement du R&D, puisqu'on est dans de la R&D aussi, c'est un mot qui existe partout, on est dans la R&D. La R&D, j'ai entendu tout à l'heure, un projet a mis 5 ans pour émerger à Doha et le vôtre 6 ans. La R&D en matière des technologies de la santé, c'est 15 ans. Donc finalement, le retour sur investissement dans le secteur du divertissement est assez rapide par rapport au retour sur investissement. Donc est-ce que ça peut être encore un élément méconnu que l'on puisse aujourd'hui dire pour que ça puisse susciter effectivement ces alliances, ces financements et aussi sur cette notion de développement, puisqu'on sait que pour que la richesse vienne, il faut d'un bon développement. Il y a un secteur qui l'a démontré, c'est le jeu vidéo, mais qui a généré, lui, des recettes très rapidement et qui maintenant est devenu celui qui innove en permanence, qui réinvente tout et qui est là en avance sur le métaverse. Est-ce que c'est finalement pas lui qui va tout bousculer, puisqu'il est devenu la première industrie culturelle et de très très loin. Exactement, tout à fait. Il y a une vraie, aujourd'hui quand on regarde ça, il y a une vraie complicité ou en tout cas connexité entre ce qu'on vit dans les réalités immersives et réalités virtuelles et le jeu vidéo, et il faut s'inspirer des exemples. Il y a aussi une chose qui me touche, c'est que au niveau juridique, puisque c'est de là qu'on part, acquérir de la propriété dans le jeu vidéo en droit français, ça a été très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de régime juridique. Donc ça, je fais un peu ma casquette de juriste. Mais ça, c'est important parce qu'il y a eu une délocalisation des éditeurs de jeux vidéo dans les pays où c'était plus facile d'acquérir du droit. Donc il y a encore aussi une réflexion auprès des pouvoirs publics, et ça c'est aussi le rôle des associations dans le secteur, d'attirer l'attention sur les pouvoirs publics en donnant les outils juridiques, et pas seulement financiers, mais l'outil juridique de faciliter
pour protéger, mais pour faciliter l'acquisition des droits. On en est tout le temps là. Acquisition des droits, plus c'est compliqué, plus on se délocalise, et plus ces industries qui devraient être des industries françaises et des licornes françaises vont devenir des licornes canadiennes ou américaines, alors, avec un système de copyright. On a trouvé... C'est pas une fatalité. Hein. Non, c'est pas une fatalité, c'est pour ça que je lance un appel. Il y a d'autres secteurs que les jeux vidéo, il y aura aussi l'éducation qui va être un secteur où la réalité et les notions immersives vont se développer de façon incroyable. La santé, bien sûr. Je voudrais qu'on rejoigne, ou qu'il nous rejoigne, Guillaume Brunet, qui travaille chez Orange Espagne. J'espère qu'il est en ligne. On m'a dit qu'il était en ligne. Alors oui, bonjour à tous, je suis là. Salut Guillaume. Vous m'entendez ? Tu nous appelles d'Espagne, le son est impeccable. Chez Orange, il y a un super, très bon réseau. Ouais, je vous appelle depuis mon mobile. Depuis ton mobile. Tu es en 5G. En plus. Un peu de publicité, tu es en 5G. En plus, je suis un 5G, ça tombe bien. Voilà. Alors, la latence qu'on a, c'est aussi parce que nous, on travaille avec un système de réalisation XR, et donc ça repasse les signaux à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de latence. Donc, toi qui es chez Orange et qui a récemment à Cannes présenté, Orange Espagne, qui a présenté une œuvre qui est complexe, qui mêle réalité augmentée, enfin non, réalité virtuelle. Est-ce que tu peux en parler et pourquoi Orange a investi dans cette œuvre? Parce que là, c'est l'exemple. Oui, bien sûr. D'abord, je me présente. Donc, merci de me recevoir au KIF aujourd'hui. Je suis membre de l'équipe XR dédiée au sujet qu'on appelle la XR, donc pour Extended Reality, qui sont tous les sujets liés à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle, au sein de l'entité Orange Content qui regroupe OCS et Orange Studio. Nous avons une entité dédiée à l'acquisition et à la distribution de ces contenus-là. Vraiment, vous en avez parlé tout à l'heure, ce sont des contenus très spécifiques. Et chaque année, nous avons des licences sur 12 mois environ avec les grands studios VR de la place, donc que voyait le hacker connaît très bien, évidemment. Elle en fait même partie. Atlas V, Felix & Paul aussi, évidemment. Donc tous les grands studios. Et dans le cadre de cette distribution de contenu, donc nous avons une plateforme qui s'appelle Immersive Now, qui est disponible sur Oculus Quest, qui est aujourd'hui le casque le plus connu et le plus renommé en termes de réalité virtuelle, mais aussi sur iOS et Android. Donc c'est aussi une pensée sur le mobile pour promouvoir nos usages 5G. Et donc, nous avons cette approche à la fois d'agrégateur de contenu VOD traditionnel 360, mais aussi de super agrégateurs de services qui viendront après, et nous le savons, dans le domaine de la XR. Alors ça, c'est quoi? C'est tout ce qui peut exister en termes d'entertainment et même en termes de facturation d'entreprise, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc c'est l'apprentissage des langues, c'est le tourisme évidemment, et que vous avez parlé de Pompéi et puis de toutes les expériences qui existent en termes de tourisme virtuel. Nous travaillons aussi avec Fabien sur un projet à grande échelle sur le tourisme. C'est un des gros facteurs de succès, je pense, dans le domaine de la XR. Mais voilà, il faut trouver en fait le mélange entre à la fois quelque chose qui soit du pur ordre de l'entertainment, donc le sport, la musique, le cinéma, les jeux vidéo bien évidemment, et aussi tout ce qui va créer les usages qui sont déjà là aujourd'hui à 90% dans l'apprentissage des langues, l'éducation, la santé et le tourisme notamment. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait sur Immersive Now. Je t'interromps, et c'est la latence qui fait que tu m'as pas entendu. Je t'interromps 2 secondes. En fait, quand vous allez au Festival de Cannes pour présenter un film de Terrence Malick, ou c'est même pas un film, je ne sais pas comment tu vas le qualifier, c'est pour faire la jonction à l'intérieur de Orange, entre Orange Content, qui investit dans le cinéma. C'est quoi? C'est pour montrer que vous êtes un opérateur moderne, vous préparez déjà la 5G. C'est parce que c'est pas une évidence de faire ça pour un groupe comme Orange. Complètement. Alors, il y a un peu de ça. Je me suis réservé Evolver pour partir du général pour aller vers le particulier, toujours. Donc, le général, c'est Immersive Now. Et donc, ce sont les contrats qu'on négocie avec les grands studios. Mais de temps en temps, le pourcentage assez faible, chaque année, je ne vais pas vous mentir, dédié à la production, nous permet d'avoir des projets assez ambitieux et assez uniques aussi, typiquement comme Evolver. D'accord? Donc, Evolver, je vous raconte rapidement la genèse du projet. Oui, tout arrive après 2019. Il ne veut pas s'arrêter. Pardon. Oui. En fait, moi, je voulais faire le parallèle avec la démarche en fait, du Grand Palais. C'est-à-dire,
on décide d'aller dans une forme d'accord. de distribution, et puis on prend des risques de temps en temps. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est un peu le contre-exemple dont on parlait, c'est-à-dire Orange prend des risques, continue à financer de la XR contre toute attente. On reviendra tout à l'heure en fin de discussion. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, et je sais qu'il y a un tout peu de décalage. Merci Yves. On va appeler Voyelle Acker, qui va nous parler aussi de l'autre partie de la structuration, du côté de la production. Voyelle qui est aussi... le générique est parti. L'entrée. De l'entrée. L'entrée de Voyelle Acker. Merci. Merci Voyelle. Après ce tour d'horizon, on voit que des opérateurs publics ou des opérateurs privés prennent le risque, s'associent avec des petites structures, soit pour faire des expositions, soit pour construire une partie de ce développement numérique immersif. Est-ce que ça te rend optimiste ? Alors, d'abord, bonjour. Merci Alexandre pour l'invitation. Merci à l'équipe du GIF et d'autant plus à l'invitation des studios. Donc, c'est super. Là, je parlais à la personne des studios, justement. Les studios à la table des discussions, et notamment sur cette question de la création de valeur, parce qu'on est avant tout des studios créatifs. Alors, on est petit, certes, costaud, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on est créatif et on se pose cette question tous les jours. C'est-à-dire de sortir du rôle de celui qui fabrique et aussi pour devenir celui qui initie. Absolument. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la création de valeur, elle se situe à tous les moments de la production d'un projet, de l'idéation presque, de l'idéation certainement, à l'exploitation, la diffusion, la tournée autour du monde quand on a la chance de pouvoir travailler sur des projets assez ambitieux. Et les studios jouent un rôle absolument fondamental dans cette chaîne de fabrication. D'abord parce qu'on est dans la fabrication, les mains dans le cambouis. Mais ce qu'on peut observer aujourd'hui dans cette industrie française, en tout cas, puisque je suis là pour parler au nom du Oui, French il y a plusieurs casquettes. Studio. J'ai oublié de préciser ça. Je vais commencer par... Mais effectivement, là, je parlais à la personne qui représente... Je suis là au nom du French Immersive Studio, mais je vais raconter un tout petit peu, si vous me le permettez, la genèse de ce collectif. C'est un collectif. Alors, je suis bien contente qu'on parle de collaboration et de collectif depuis ce matin, depuis hier d'ailleurs. Aujourd'hui, on est plus les mains dans le cambouis et dans le concret volontaire, oui, de la création. Je remercie d'ailleurs Karine de rappeler que la création de valeur, c'est d'abord la création, la R&D, l'ingénierie artistique, technologique et financière. C'est tout ça. Et en fait, tout ça est mêlé. Et qu'en fait, on est tous à la fois créateurs, concepteurs, développeurs, distributeurs de ces projets-là. Alors, le French Immersive Studio, puisque c'était ta première question, l'idée, c'est de s'associer, d'associer nos talents. En France, effectivement, on a des talents, on a des super studios. Les membres fondateurs de ce collectif, dont nous sommes aussi à l'initiative chez Small, sont Novelab. Je vais les citer tous et je ne dois pas les oublier. Fabien Baratti, Emissive, qui était à cette table tout à l'heure. Novelab, Albion, qui est une filiale de Atlas 5. Ouais, voilà. Je reparlerai de la double casquette producteur-studio. C'est aussi très très important dans la discussion qui nous anime aujourd'hui et complémentaire. Backlight, Inner Space, est-ce que j'en ai cité 6 ? Et nous. Donc, nous, c'est Small Studio. Vous n'avez que des noms anglais, en fait. Vous avez tous des noms américains. Alors tu vas aussi me poser la question, pourquoi le French Immersive Studio et pas le France Immersive Studio ? Ce qui n'est pas très, très loin en termes de consonance. La réalité, c'est que, comme je disais, on est producteur, on est concepteur, on est aussi fabricant. En France, on est reconnu parce qu'on a des super créateurs. À l'international, quand tu te balades dans toutes les conférences dédiées ou pas dédiées, ou avec des sections parallèles un peu cachées ou moins cachées dans les festivals de cinéma sur l'immersif,
on voit que le talent français est présent. On a compté, on a comptabilisé, on a juste fait le line-up, ne serait-ce que nos 6 studios les uns à côté des autres. C'est presque 50% de tous les projets primés dans les festivals dédiés à la VR et plus, si affinité. Donc on est reconnu pour nos talents, mais on est rarement sollicité pour fabriquer. Or, nous, on sait que notre salut, entre autres, même si on a de plus en plus d'opportunités et de possibilités aujourd'hui de valoriser le se savoir-faire sur des formats très innovants, et comme tu l'as dit, avec des acteurs qui s'impliquent de plus en plus, même si ça prend du temps. On a besoin aussi que nos studios fonctionnent, que nos studios tournent, parce que dans la création de valeur, il y a les talents, et les talents, ils sont associés à des studios quand ils ont du boulot et des projets intéressants. Donc il faut leur donner Et puis du c'est comme boulot. ça qu'ils développent leur savoir-faire, qui, Absolument. comme l'a rappelé Et c'est comme ça que nous, Karine, a de la valeur. Exactement. Et c'est aussi comme ça que nous, on développe notre valeur ajoutée et cette fameuse valeur. Et donc pour ça, il faut qu'on puisse marcher sur ces 2 jambes, que sont à la fois le studio, fabriqué pour d'autres, donc dans une démarche de prestation, et être en capacité de générer des idées, monter nos propres projets ou répondre à la demande de producteurs, d'artistes qui viennent nous chercher pour notre expertise, souvent en coproduction. D'abord, en général, en tant que studio, mais très rapidement, on arrive maintenant, ce qu'on n'arrivait pas il y a quelques années encore, à faire comprendre que notre valeur ajoutée, notre ingénierie artistique, technologique et financière maintenant, parce qu'on nous demande aussi souvent de mettre la main au portefeuille, vu qu'il n'y a jamais assez d'argent, elle réside aussi dans cette possibilité d'acquérir une partie de la valeur, d'autant plus quand la propriété intellectuelle est en partie amenée par nous. Je dis des exemples, une direction artistique particulière, un format qu'on a inventé. Fabien, avec ses expéditions immersives, il invente un format. Quand on travaille sur une exposition pour Grand Palais Immersif, on invente un format. Quand on fait un spectacle, comme nous on a fait cet été... Ne pas être simplement un prestataire, ne pas être simplement un prestataire technique. La réalité, c'est qu'en fait, on n'est jamais ni complètement l'un, ni complètement l'autre. Sauf quand on est juste un producteur délégué et qu'on confie l'artistique et la fabrication à d'autres coproducteurs. Donc en fait, on voit le même mouvement dont on est en train de parler tout à l'heure avec Roeil, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de talents qui sont en train d'émerger, qui sont dans une course un peu pour grandir et grossir et devenir au moins profitable, en tout cas ne plus perdre d'argent. Et en fait, il y a aussi une compétition maintenant dans la RVR sur le narratif, sur tout ce qui est... Alors si je puis me permettre d'élargir... On se veut aussi, au French Immersive Studio, on a établi une charte de valeurs communes et de bonnes pratiques. Et la première chose qu'on veut partager avec vous aujourd'hui, c'est on est agnostique en termes de technologie, donc on ne parle jamais de VR, AR, parce que malheureusement, dans la tête de pas mal de gens, c'est associé à soit des choses qui ne marchent pas, soit qui sont déceptives, compliquées, avec des grosses... Effectivement, en termes d'exploitation, c'est ingérable, etc. On entend tout et n'importe quoi. Nous, en fait, nos 6 studios, mais aussi tous les futurs studios qui vont rejoindre le collectif. Encore une fois, on n'a pas vocation à être un club privé. Je vais vous montrer quelques images. Voilà, montre-nous des images. Non, montre-nous des images parce que ça va illustrer, je pense, le propos. On a un petit showreel qui est très court. Je ne vais pas parler au-dessus parce que c'est plus de l'image, donc on laisse la place aux images et je reviendrai sur ce que j'étais en train de dire dans 1 minute 30 exactement. Ce sera court. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo, s'il vous plaît? Avec un peu de son, c'est mieux. Plus de son. Wake up call.
Alors je vais faire un peu, avant que tu commentes, une lecture un peu, parce que bon, il se trouve que je suis président de la commission expérience numérique au CNC, et je voudrais dire qu'on voit vraiment ce savoir-faire en œuvre. Hein. Ça va de la fabrication immersive, narrative, mais aussi des choses qui sont, on sent, issues de l'univers du jeu vidéo. Hein. Donc on est bien dans cette convergence dont on a parlé. Une vraie maîtrise technologique et aussi une capacité à raconter des histoires. Et on en a parlé pour les expositions, mais à raconter l'histoire, non pas simplement du point de vue du réalisateur, mais du point de vue de celui qui est à l'intérieur de l'histoire. Donc ça, c'est toutes des qualités que, disons, le jeu vidéo est en train de valoriser des milliards, que tous ceux qui travaillent sur le métaverse recherchent. Alors, comment se fait-il que vous ayez finalement une petite taille alors que vous savez tout faire ? C'est quoi quel est le chaînon manquant? C'est parce que la France est trop petite, où tous les talents sont partis aux États-Unis, ce qui est déjà arrivé dans l'histoire sur les effets spéciaux en France. Hein. La France avait beaucoup d'avance sur les effets spéciaux, et puis à un moment donné, toutes les boîtes ont été rachetées, les talents sont partis aux États-Unis, ils sont tous à Hollywood. Est-ce que c'est ce qui va nous arriver sur l'immersif? Alors, c'est exactement la raison pour laquelle on a monté le French Immersive Studio. L'exemple des effets spéciaux est absolument complètement parlant. Moi, je ne connaissais pas ça, mais c'est mon associé Vincent Gutmann, qui est le directeur du studio Small, Donc ça, qui m'a raconté ça en arrivant. Et en fait, c'est ce qu'on a voulu éviter. Et c'est ce qu'on veut éviter. Et c'est d'où la discussion, ouvrir des canaux de communication avec nos partenaires studios. Aujourd'hui, pour répondre très clairement et très franchement et très directement à ta question, le chaînon manquant, c'est l'argent, d'accord ? Les talents, on a tout. En fait, on est capable de tout faire. Ne serait-ce que ces 6 studios, vous le voyez à la fin, là, on a un peu listé les différents métiers, mais c'est pas très intéressant ni de lister les métiers et les technologies, parce que ce qui est important, c'est l'état d'esprit. Dans quelle direction on va ? Et l'autre chose qui est très très importante, j'ai parlé d'agnosticité, agnostisme peut-être, oui. En termes de technologie. Aujourd'hui, immersif est déjà devenu un mot valise, comme nouvelles écritures, comme transmédia, comme tout ce que tu veux. Et nous, en fait, on est en train de se positionner comme des studios de design interactif. Pourquoi interactif? C'est parce que je pense que la valeur ajoutée aujourd'hui de l'immersif, elle se loge dans l'interactif. L'interactif, c'est pas forcément du gaming. Et tu as cité le jeu vidéo, effectivement, dans ce que vous avez vu là, il y a de l'hybridation partout. C'est-à-dire qu'on mélange tous les genres, et d'ailleurs, ça nous excite. C'est un challenge, c'est d'une complexité folle. Karine pourra vous le dire en termes de contrat. Moi, Karine, j'ai la chance d'avoir une avocate très à l'écoute, très disponible. Je l'appelle presque tous les 2 jours avec une problématique nouvelle et elle ne se décourage jamais et on met les mains dans le cambouis. Mais la réalité, c'est qu'on est en train de déformater complètement tout ça et il faut déformater de la création, de la conception, tout ce qui est nouveau pipeline, à chaque projet prototype, à chaque projet on se réinvente et à chaque projet il faut inventer un nouveau modèle de financement. Donc ça va dans tous les sens. Donc aujourd'hui, en gros, on est capable de le faire, mais ça ne se vend pas ou ça ne se vend pas assez pour que, comme Roeil, tu puisses dire à des investisseurs, on a vendu 200 000 billets de Pompéi, on va vendre 200 000 billets, ou Facebook ou Orange n'en vendent pas assez pour qu'on puisse associer une valeur comme un film. C'est ça la question, c'est la distribution qui n'est pas monétisée. Moi, je crois qu'il faut voir le verre à moitié plein et qu'il faut être optimiste. Et à partir du moment où tu comprends qu'il y a de la valeur dans ce que tu fais, tu vas pouvoir concrètement la valoriser et trouver ces modèles de financement. Mais il faut être agile et malin et inventif sur ces modèles-là. Parce qu'il y a des modèles de financement, c'est du capital risque. Absolument. Facebook ne gagnait pas d'argent au début, ils ont quand même levé des millions pour se développer et après trouver le modèle de la pub. Pourquoi il n'y a pas... les investisseurs n'y croient pas ou ils sont trop frileux? En fait, le problème, c'est qu'on est dans les mains dans le cambouis tout le temps et que faire ce travail en fait, il faudrait des biz dev dans nos équipes. On a des toutes petites équipes, on est des petits Donc studios. vous fabriquez et vous ne pensez pas à la valeur de ce que vous faites? Non, alors bien sûr qu'on y pense. Moi, je me réveille tous les jours en pensant quasiment uniquement à ça. Comment on va faire pour tenir ces fameux 5 ans, ces fameux 15 ans des laboratoires pharmaceutiques pour... à un moment, être en capacité de démontrer, y compris à nos amis du CNC, qu'on est... Je dis Joker.
Joker. Qu'on ait une industrie rentable. Non, mais je comprends la logique. Oui, Hein. oui. Le CNC redistribue au cinéma, redistribue à la télévision parce que ça génère Bah des oui, tickets. c'est une Hein. caisse de Très redistribution. clairement, le jour où on génère du ticket, le jour où on génère des billets, ça reviendra chez nous. Donc, je comprends tout à fait la logique. La question, c'est combien de temps va-t-il nous falloir pour atteindre cette maturité dans l'industrie? Et est-ce que nous, les studios, on est en capacité de tenir? Et c'est là où cette nouvelle direction qui est, en fait, on n'est plus... Parfois, on est prestataire. Parfois, on est producteur. On voit bien que les projets en tant que producteur mettent beaucoup plus longtemps que prévu. Nous, par exemple, on fait de la pub à côté, mais Ouais. je vais arrêter. Enfin, on ne le dit pas qu'on fait de la pub, et d'ailleurs, les gens ne comprennent pas pourquoi Oui, vous mais- faites de la pub d'un coup. Bah, si, ça peut parce se comprendre, qu'on c'est a- une on a filiale, un ouais. historique, on a un historique. Ouais. Mais je ne voulais pas forcément parler de nous, mais Le micro. la réalité, c'est que tous mes collègues des autres studios, même chose, ils font à côté de la prestation, voire de la Mais pub. c'est pas honteux, Ouais, enfin, ça fait partie d'une absolument. activité Ça n'est économique. pas du tout honteux. Et je dirais même plus, honnêtement, il n'y aurait pas de production ou de création originale en France aujourd'hui si on n'avait pas des studios qui étaient en capacité de fabriquer, souvent à perte, il faut le savoir, pour des productions et de pouvoir ensuite garder les équipes, parce que je reviens au sujet de cette table ronde. Merci. La valeur, elle est dans nos talents. Comment on arrive à les fédérer, mais surtout à les fidéliser. Et pour les fidéliser, il faut les garder, il faut avoir moult Alors- projets à la maison pour les nourrir. Je voudrais revenir à Guillaume en Espagne, mais surtout chez Orange. Vous avez une plateforme qui s'appelle Immersive. Est-ce que tu vas nous montrer à quoi elle ressemble, ou est-ce qu'il y a un petit film qui nous le montre? On n'entend pas le retour. Beaucoup plus corporate. Oh, Pardon, c'est le délai. Vous m'entendez? Oui, oui, vas-y. Je te laisse parler parce que le temps que mon message t'arrive. Ah, Vas-y, c'est la vas-y. latence. Oui, vas-y. Alors, oui, nous avons un petit film de quelques secondes, je crois, un peu plus court que celui de Voyelle, mais dans le même esprit, qui présente effectivement la plateforme Immersive Now. Donc, vous pouvez la lancer et on se reparle dans 1 minute 30, je crois que ça dure. C'est pareil que Bienvenue dans votre salle de cinéma 360. Ouvrez grand les yeux, vous êtes au cœur du spectacle. Avec Immersive Now, vous choisissez votre angle de vue. Fan de sport? On a ça aussi. Revivez quelques-uns des plus grands événements sportifs en plongeant au cœur de l'action. Tentez l'immersion. Orange. Donc voilà, c'était absolument pas 1 minute 30, mais bon, c'est plus 30 court. secondes. Voilà, j'ai expliqué tout à l'heure dans les grandes lignes ce que nous faisions donc, à travers cette plateforme. Donc pour l'instant, le grand objectif, effectivement, c'est d'avoir un produit d'appel qui nous permette d'avoir, via les créatifs et via les studios de la VR qui existent dans le monde aujourd'hui et qui font de formidables travaux, de pouvoir avoir des licences et de pouvoir les distribuer dans notre plateforme. Sauf que Immersive Now, la plateforme, est en constante évolution et ne peut pas se permettre d'être un Dailymotion 360 degrés. Donc on peut faire beaucoup plus d'autres choses et notamment créer des expériences. Alors le mot a été prononcé 100 fois, mais je vais le redire pour la 101e, le metaverse. C'est-à-dire vraiment créer un écosystème dans lequel on puisse échanger des contenus et avoir une autre identité digitale. Ça passe par des avatars, des créations d'avatars. Ça passe par regarder la télé en réalité virtuelle. Ça peut paraître complètement fou comme pari, mais ça marche très très bien. Donc nous, on a des contenus via OCS et via évidemment la télé d'Orange qu'on peut retrouver dans notre plateforme. Et puis, ça passe par une approche, et ça c'est la première chose, de super agrégateur de contenu. Et c'est la même approche que nous avons eue sur la télévision notamment, car nous ne sommes pas Netflix, nous ne sommes pas Amazon Prime, nous ne sommes pas Disney+. Nous voulons faire des accords, des partenariats avec ceux qui savent faire. Donc les studios VR, mais aussi des créateurs dans le domaine du sport, dans le domaine de la musique, pour pouvoir les intégrer dans notre service et enfin avoir de la monétisation et des revenus liés à ces investissements qui sont colossaux pour promouvoir la 5G. Vous rémunérez donc les fournisseurs de contenu? Tout à fait. Alors le modèle économique retenu, c'est plutôt de l'ordre du revenu share pour l'instant.
Donc le modèle classique, hein, quand on héberge des contenus comme cela est fait sur l'Apple Store notamment, où on reverse un pourcentage pour les éditeurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui consomment ou ça reste petit? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, c'est encore niche, évidemment, parce qu'on est lié et on est quand même attaché à un parc de casques qui aujourd'hui est quand même assez faible, hein, que Facebook communique pas sur ces chiffres, mais on sait qu'il y a à peu près 2 millions de casques Oculus Quest dans le monde. Donc, si on fait les calculs en termes de pourcentage, ben, on se retrouve à peu près à, je dirais, 500 000 en France, et encore, je suis gentil. Donc, vous comprenez bien que la masse critique, c'est pas la télévision, c'est pas le mobile, ni rien. D'où le fait d'avoir l'application Immersive Now qui soit disponible sur les mobiles d'abord, comme produit d'appel, avant d'aller sur la VR, qui est un produit beaucoup plus de valeur, qui permet de nous de segmenter, de dire voilà, on fait quelque chose d'autre que le mobile et on est sur de l'innovation pure à travers un format qui concerne aujourd'hui beaucoup les gamers. Ouais, on sait qu'aujourd'hui, ceux qui achètent un casque Oculus Quest, c'est pour jouer à 90%. Donc malheureusement, c'est pas encore le B2C qu'on voudrait avoir, mais on y travaille et je pense que cette plateforme-là est vraiment le socle commun qu'on essaie d'avoir sur Orange. Est-ce qu'on peut voir la bande-annonce de Evolver pour voir le travail que tu as présenté à Cannes? Le travail Bien sûr, bien sûr. Là, c'est encore plus court, là. Alors là, c'est un des plus grands cinéastes du monde. Alors, pour moi, oui. Et pour beaucoup de gens que je connais, et notamment sur ce plateau, et Karine saura évidemment à qui je fais référence, hein. Citons-le, hein, mon frère Julien, associé de Karine, évidemment. Et donc, oui, alors, la jeunesse du projet, si je peux en parler rapidement, hein, ça commence en 2019, après la projection de Une vie cachée, donc le dernier film de Terrence Malick, long métrage. Et au cours d'une rencontre avec lui, on a su qu'il travaillait sur un projet en réalité virtuelle avec son ami de toujours, qui est Edward Pressman, le producteur de son premier film La Balade sauvage en 1973. Et la boucle est bouclée, puisqu'ils ont commencé à travailler ensemble et ils continuent à perpétuer cette tradition sur un nouveau format qui est complètement innovant avec la réalité virtuelle. Moi, ayant eu cette information, j'ai essayé de comprendre qui étaient les acteurs de ce projet-là et j'ai vu que Atlas V, notamment, un studio VR très connu, travaillait sur le sujet, Marshmallow Laserfist, qui sont les créatifs aussi, et il manquait un diffuseur. Il manquait quelqu'un qui était prêt à mettre la main au pot et enfin faire en sorte que le produit existe. Quand je dis produit, c'est pas beau, pardon. Que l'œuvre existe et qu'elle soit pensée comme beaucoup plus large et beaucoup plus longue. Parce que là, ce qu'on a présenté à Cannes, c'est un prologue de 7 minutes. Et l'objectif de Cannes, c'est d'avoir une vitrine assez exceptionnelle quand même pour pouvoir financer l'œuvre complète qui dure environ 40-45 minutes et qui est un LBE. Donc Voilà, LBE pour alors là Location aussi, Based Entertainment. pardon, là tu es tout de suite parti dans le modèle et c'est intéressant. Tout à Oui. l'heure, on parlait de LBE, donc Location Based Entertainment, ça veut dire des expériences que l'on vit au début dans des lieux, dans des foires par exemple, ou dans des parcs à thème. Donc toi, en fait, ce qui est derrière, c'est l'idée qu'une partie de l'expérience VR, on pourra la vivre sans casque, on pourra la vivre dans des lieux qui ont été peut-être le Grand Palais immersif. C'est-à-dire que demain, tu pourrais proposer à Roeil l'exploitation ou la projection de Terrence Malick moyennant un billet. C'est ça qui est un peu derrière. C'est de se dire qu'il va y avoir beaucoup de lieux comme le Grand Palais immersif pour boucler la boucle et que là, pour le coup, toi, en tant qu'opérateur, tu auras commencé à créer des contenus qui vont être diffusés ailleurs. C'est ça la vision qui est derrière? Absolument, absolument, et ravi de pouvoir en discuter avec le Grand Palais Immersif, dans lequel j'ai pu avoir l'occasion de faire des expériences en AR récemment, là, avec l'exposition qui était extraordinaire d'ailleurs sur les œuvres d'art en AR. Très bien. Si on part sur la VR, tout dépend de qui seront les contributeurs à l'avenir de la version longue.
Parce qu'évidemment, si, je donne des exemples au hasard, hein, mais si un Facebook rentre au pot, ils vont avoir leurs exigences sur les territoires dans lesquels ils vont investir, évidemment. Donc, y compris les États-Unis, mais aussi l'Europe. Nous, on est dans une bataille juridique pour l'instant. Alors, c'est pas une bataille, mais pour nous assurer effectivement de l'exclusivité sur nos territoires orange, donc la France, l'Espagne, l'Europe de l'Est et l'Afrique notamment, pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut avec cette version longue. Donc, le Grand Palais est un endroit tout à fait indiqué pour avoir ce type d'expérience. Dans un film de Terrence Malick, ou dans une expérience de Terrence Pardon, Malick. On pourra entrer dans une expérience de Terrence Malick. Oui, alors oui, on pourra rentrer dans une expérience de Terrence Malick, tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses, Roaï? Merci, Guillaume. Je pense que c'est formidable. Et j'ai hâte d'ailleurs de voir à quoi ça va ressembler. Mais ça, c'est tout à fait, je pense, illustre de ce qu'on parle aujourd'hui. C'est à la fois, il y a un vivier de créativité, hein, qui d'ailleurs touche pas que des personnes nées avec la technologie, avec ça. Donc, on voit donc des cinéastes. Nous, on travaillait déjà avec Wim Wenders, Terrence Malick. C'est des pointures qui continuent à découvrir, à explorer. Et donc, il y a la créativité, la volonté. C'est qu'on disait tout à l'heure, la structuration devrait faire qu'il y aura aussi de l'argent qui va permettre que ça se fasse. Parce que ceux qui, en fait, ont l'habitude de payer pour voir Terrence Malick au cinéma, si on fait bien le marketing, vont avoir envie d'aller voir. Enfin, moi, je paierais pour aller voir une expérience de Terrence Malick. Et Karine aussi, apparemment. On est au moins deux à vouloir. Et donc, toi, tu prendrais le risque. Tu prendrais le risque avec Guillaume en disant, je fais c'est pas un location-based entertainment, c'est une. Dans ce nouvel système de création de valeur, sûrement, il faudra prendre aussi des risques sur ça, sur la vente des billets, sur la distribution. Ça fait partie de la chose. Après, je vais élargir ce scope et de revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport. On est en France, on a quand même aussi donc des super bons outils déjà existants. On a parlé du CNC, on a parlé de TPI. Enfin, il y a déjà des outils qui devraient permettre d'amorcer ou de mieux amorcer ces typologies des activités. Il faudra peut-être inventer le Sofica de ce type de choses. Donc, quand on a des outils, on l'expérimentait déjà, il faudra qu'aujourd'hui, comme partie de la structuration générale, on les applique dans cette vente de créativité. Et ça pourrait aussi arriver peut-être pour certaines créations qu'on projette un jour en immersif dans des salles spécialisées. Complètement. A priori, donc en fait, c'est un peu une nouvelle distribution, une nouvelle valeur, et peut-être aussi la manière de les faire vivre, en tout cas de leur donner autre chose. J'ajoute sur... Le micro, pardon, le son. C'est qu'il n'est pas allumé. Oui. J'ajoute sur l'importance de comprendre que ces phases d'amorçage, de développement, sont hyper importantes et c'est souvent là que c'est là où on a un problème. Travailler avec Terrence Malick ou n'importe quel artiste, on travaille avec des chorégraphes, des peintres, des auteurs littéraires. On a travaillé avec Alain Damasio, on a travaillé avec Yann Kounen. Alors certes, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, dans tout ça, mais il faut, ce qui est important, c'est d'être avec des artistes qui veulent s'exercer sur ces terrains de jeu, mais n'oublions pas que juste une idée, ça ne suffit pas. Il y a un énorme travail d'écriture, aussi talentueux sois-tu dans ton art, il faut se prêter à l'exercice. Et il faut mesurer, il faut protéger. Il faut être en permanence en discussion, en dialogue avec l'équipe artistique et l'équipe technique et voire même l'équipe de production parce que ça va avec le lieu d'exposition puisque tu alors ça c'est un peu moins vrai. Si j'ai écouté ce que disait Roy, on va aussi vers une standardisation. Donc on va sortir des prototypes fabriqués pour un lieu. Oui, il faut qu'on arrive à trouver des formats. Voilà. Mais en fait, ces formats, on n'y est pas encore. C'est exactement la même chose que les grilles de télé et des nouvelles écritures. En fait, on va trouver ces formats. Il y a plein d'opportunités. On les voit, c'est en train d'arriver. Mais en même temps, je reviens sur cette phase. La création de valeur dans l'idéation, la conception, la fabrication, elle se fait avec tous les corps de métier, mais y compris le juridique qui va être derrière, y compris les gens qui vont financer. C'est l'industrie créative. C'est vraiment l'industrie créative. Qui sous-tend l'industrie créative, absolument. Je voudrais faire un rapide tour de table. Guillaume, est-ce que tu restes optimiste? Tu penses que ça va finir par se développer? Ça va devenir
un vrai business pour toi, de ton point de vue d'opérateur? Optimiste, oui, je le suis de nature, et encore plus dans ce domaine-là, que je vois comme un domaine d'expansion absolue, à la fois créatif et technologique. J'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Voyelle sur la création de valeur. En fait, nous, la création de valeur, pour être honnête, elle n'est pas sur des contenus VOD 360 pour l'instant, bien qu'elle sera à l'avenir, qui sont encore assez courts. Pour l'instant, c'est dans tout ce qu'on va faire en termes de services XR. Donc j'en ai parlé tout à l'heure en tant que super agrégateur, avec par exemple comment apprendre des langues en réalité virtuelle. Aujourd'hui, des études montrent que, par exemple, qu'on apprend beaucoup mieux en réalité virtuelle que sur un mobile. Et ça, je trouve que c'est une valeur ajoutée tout de suite, là, maintenant, au moment où je vous parle. Par exemple, hein, le tourisme, on en a parlé, vous en avez parlé avec Emissive et Fabien Baratti. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de telco, il va falloir créer des 5G labs, donc pour vraiment avoir cette approche d'incubateur et héberger des startups qui vont nous permettre de comprendre au mieux les services et les usages XR. Alors ça comprend évidemment l'entertainment, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses. Et je pense notamment à un modèle que Deutsche Telekom a développé récemment avec UpFrom. Vous avez dû en entendre parler. Et donc, c'est un incubateur où, effectivement, il génère des startups, des revenus sur ce qui seront les prochains services. Alors, le Metaverse en fait partie, mais encore une fois, pas que. Il faut voir le projet et la XR dans sa globalité. C'est pour ça que je suis optimiste, parce que je ne le vois pas que par un petit bout de la lorgnette. Je le vois comme quelque chose de très vaste qui touche à peu près tout, et y compris la technologie, évidemment, avec les devices. On n'a pas parlé de ça, mais à partir du moment où Apple sortira son device que tout le monde attend, ce sera une révolution. Et nous, on ne peut pas se permettre de rater ce virage-là. On ne peut pas. Je vois que tu as déjà les oreillettes, donc tu es un Apple fan. C'est ça. Karine? Moi, je suis optimiste parce que, en fait, tout converge, et notamment, les lieux pour avoir accès. Alors, il y avait deux éléments importants. Je me dis, des lieux pour avoir accès, ils vont exister. Il y a des tas de lieux dans les villes qui vont disparaître parce que peut-être les parkings, il n'y en aura plus besoin parce qu'on n'a plus de voitures, et qui pourront être des lieux où on pourra avoir accès à ce genre à toutes ces œuvres, à toutes ces expériences. Et puis, quelque chose qui est très fort aujourd'hui, pas de piraterie. Quand vous consommez une œuvre en live, parce que c'est du live dans les salles, eh bien, il n'y a pas cet écueil de la piraterie qui est en train de détruire aussi l'industrie audiovisuelle. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a comme un moment d'un alignement des planètes. Il faut être patient toujours, et puis pour être là, il ne faut pas se décourager comme dans un marathon. Et là, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, et parce que je suis optimiste de nature, mais pas que, je suis sûre que ça va sortir là. C'est le moment. Et moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, il faut être prêt à tout et faire preuve de beaucoup d'agilité. Et on ne sait pas exactement où on va, on sait où on en est aujourd'hui. On sait qu'il y a un an, nous, quand on a créé Small Creative, justement pour générer de la valeur dans cette équipe hyper talentueuse qui était le studio, on s'est dit, on va faire de la production originale. Et en fait, aujourd'hui, 1 an et demi après, parce qu'on a créé ça en plein confinement avec mon associé, on se dit, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu il y a 1 an et demi. On en parlait tout à l'heure avec Karine. On fait des choses qui n'étaient pas du tout prévues au départ, mais qui sont hyper intéressantes. Et je ne peux pas vous dire ce qu'on sera dans 1 an et demi. Et en même temps, c'est hyper excitant. Donc, mais je suis très optimiste aussi. Je vois qu'il se passe quelque chose. Il y a un momentum en ce moment. Oui. Et tout ça va se rassembler pour qu'on arrive tous ensemble à valoriser cette magnifique création française et cet écosystème. Parce que c'est un vrai écosystème. Tout seul, on n'y arrive pas. Tout seul, on est trop petit. Tous ensemble, on sera des champions. Ouais, le mot de la fin. Complètement optimiste, pressé, mais optimiste, et ça prend de la patience, et je partage complètement qu'on va y arriver. Donc le Grand Palais sera le number one, le plus grand. Je ne sais pas s'il va, mais fait partie en tout cas des écosystèmes, des réseaux. On sera ravis d'y participer. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes.